Salam alaikum, Azul, bonsoir. Certaines attitudes devraient aller de soi, n'être appréhendées que comme elles sont et en rapport avec ce vers quoi elles tendent. Prenons l'exemple du Hirak algérien et commençons par essayer de comprendre ce qu'il a été vraiment, le Hirak, ce qu'il est, ce qu'il pourrait devenir. Puis, essayons de comprendre ce que sont ses objectifs, ses perspectives, ses moyens et ses méthodes. Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'être un fin initié pour savoir que le Hirak a commencé d'abord par être une réaction de tout un peuple à une situation devenue intolérable, à des abus et des excès d'un pouvoir qui était lui aussi devenu insupportable et qui a donc par aboutissement naturel provoqué lui-même une réaction tout à fait naturelle, tout à fait logique et surtout tout à fait légitime. Si cette réaction, celle du Hirak, presque un réflexe inconditionné, n'avait pas eu lieu, si les Algériens avaient accepté que le 5e mandat passe, malgré toute son outrancière extravagance, c'est le peuple algérien qui alors se serait retrouvé dans l'anormalité, voire même dans l'indignité, dans la logique d'un système prédateur qui prospérait sur une échelle des valeurs qu'il avait réussi à inverser. Et rappelons un peu les caractéristiques de ce Hirak, de cette véritable révolution pour beaucoup d'observateurs, puisque c'est la première vraie réaction des Algériens à un système prédateur. Depuis 1962, une réaction qui rassemble tout le peuple algérien dans une contestation et de revendications purement politiques, résolument pacifiques et d'une constance jamais observée jusque-là dans ce pays. L'autre critère qui distingue ce mouvement citoyen est qu'il a su se passer de toute représentation, de tout leadership, ce qui lui a été reproché par la suite et qui a été utilisé par un pouvoir qui mettait en exergue le fait qu'un tel mouvement ne pouvait pas se faire sans être contrôlé, sans être manipulé, et que par conséquent, il y avait des marionnettistes derrière. En fait, le Hirak, dans son intelligence collective, estimait qu'il n'y avait pas besoin de représentants à partir du moment que ces revendications s'étaient clairement exprimées, qu'elles faisaient consensus au sein du peuple, qu'elles n'étaient pas négociables et que la balle était dans le camp du régime, comme on dit. Le Hirak considérait que ce ne serait que lorsque le régime accepterait d'entrer dans une phase de transition qui pourrait préparer son départ que le Hirak pourrait alors désigner ses représentants qui n'auraient d'autre feuille de route que de négocier les conditions de départ du régime et non pas de négocier les principales revendications du peuple algérien qui étaient on ne peut plus claires, on ne peut plus non négociables et qui sont connues de tout le monde. La mise en branle par toute la société civile d'un processus pour un état de droit qui consacre la séparation des pouvoirs, une vraie constitution, de vraies institutions, de vraies élections. Il y a aussi
la revendication du départ progressif de tous les membres du régime et la restitution du pouvoir à des représentants provisoires du peuple. Il y a aussi la mise en branle d'un processus qui puisse mener à l'avènement d'un congrès national représentatif de tout le peuple algérien, de la désignation d'une instance provisoire pour la gestion des affaires de l'État, d'un processus pour une assemblée constituante et d'un processus qui puisse mener à des élections générales. Voilà les revendications clairement exprimées par le Hirak. Et la réaction du régime, qui a compris qu'il n'avait pas d'autre choix que de partir, mais de partir doucement en négociant les conditions de son propre départ. Sa réaction n'a pas tardé. Réaction de fauves blessés, de fauves acculés. Et dans le même temps qu'il mettait en route une véritable dynamique contre-révolutionnaire, de répression, de subversion, de division des Algériens, il développait un discours et une politique de récupération. Et c'est ainsi qu'après avoir tenté vainement de faire passer le 5e mandat, les chefs de l'armée ont tenté de prolonger d'une année le 4e mandat pour enfin imposer par la force et la manipulation des élections présidentielles unanimement rejetées par le peuple algérien et boycottées par lui d'une façon la plus massive jamais observée depuis l'indépendance de ce pays. Ce qui n'empêchera pas les mêmes chefs de l'armée d'imposer ce président fantoche et de le faire passer en force. Une sorte de 5e mandat dont on n'avait ravalé que la façade. Voici donc, pour rappeler grosso modo le soubassement du Hirak, les circonstances de son avènement et les méthodes du régime contesté. Nous en sommes encore là, à la différence que le Hirak a dû marquer le pas à cause de cette pandémie du Covid. Le régime qui avait instrumentalisé tous les moyens dont il disposait, donc celui d'une justice et d'une presse aux ordres, mais pas seulement, continuait de faire feu de tout bois, sauf que de graves dissensions allaient naître en son sein, au sein de ce régime. Une véritable guerre des clans qui allait se compliquer par ce qui semble être une grave dégradation de l'état de santé du président désigné. Autant dire donc que ce régime est doublement menacé dans son existence même, en son sein, par une lutte féroce des clans qui pourrait conduire à son effondrement, et à l'éventuelle disparition de sa façade officielle, celle d'un président qu'il lui serait très difficile de remplacer au pied levé, au moment où l'absence de consensus entre les clans ne peut pas le permettre. En plus de l'épouvantable et inimaginable crise économique qui s'apprête à s'abattre sur le pays, en plus aussi de la dégradation sanitaire du secteur de la santé qui pourrait provoquer une hécatombe sanitaire. Voici à peu près l'état des lieux et dont nous allons parler dans un petit moment.
Algérie, statu quo ou stand-by? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Mohamed Ben Aissa, diplômé en sciences politiques et néanmoins militant politique. Merci d'être avec nous, Mohamed Ben Aissa. Merci à toi. Merci. Alors, Ouhab Hamidi, militant politique, merci d'être avec nous. Merci Jamal, merci pour l'invitation. Merci. Et vous êtes, je crois, spécialisé en sciences économiques, il me semble. Oui, enfin, j'ai une double formation en droit et en économie. Ah, parfait, c'est très bien, merci beaucoup. Alors, avec nous ici sur le plateau, notre ami Chaban Qassi qui va nous donner un petit aperçu sur la situation. Chaban, merci d'être avec nous. Merci Jamaldine, bonsoir aux invités et bonsoir aux téléspectateurs. Alors nous aurons tout à l'heure avec nous, de façon très brève, Yassine Mahibahi, médecin psychiatre qui sera avec nous depuis le nord de la France, puis Mohamed Lamine Chiban, médecin en Algérie, et Badreddine Gerfa, cadre du FIS. Alors, Chaban, quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe? Du neuf et du vieux à la fois, du vieux dans l'histoire et du vieux qui se répète dans les actualités, puisqu'on en parle sur Aouras TV maintenant depuis plusieurs jours, notamment pour continuer à éveiller les consciences des Algériens et des Algériennes. Mais je crois qu'elles sont assez servies. Rapidement, bien évidemment, c'est du jamais vu, c'est unique. On a un chef d'État dans ce monde qui a disparu depuis un mois. Des rumeurs courent, on n'a pas de nouvelles. Alors c'est vrai que ça peut paraître risible, mais imaginez-vous un président, un chef d'État d'un pays de l'Occident qui disparaît comme ça, un peuple totalement désinformé et un peuple totalement laissé à l'abandon. Alors très rapidement, la dernière fois qu'on a vu Tebboune, c'est le 15 octobre avec Jean-Yves Le Drian. Juste derrière, le 24 octobre, il nous dit, lui, je vous assure que je vais bien et que je poursuis mon travail à distance. Le 28 octobre, il est transféré apparemment dans un hôpital à Cologne parce qu'on ne sait plus en fait s'il y est encore ou pas. Les Algériens devront attendre le 3 novembre pour qu'on leur annonce réellement qu'il a atteint du Covid. Et à plusieurs reprises, je vais vite, la présidence qui annonce que son état de santé n'inspire aucune inquiétude, un état de santé qui s'améliore. Et le dernier en date, vous en avez parlé hier soir, c'était donc dimanche dernier. Le président algérien atteint du coronavirus a terminé le protocole sanitaire et effectue actuellement les examens médicaux post-traitement. Si je rejoins votre page Facebook, Jamaldine... Alors, pardon, il y a aussi une dernière information du président du Parlement qui, après, pendant les débats sur la loi de finances, a déclaré que le président est en bonne santé et qu'il est sur le retour, qu'il va bientôt revenir. J'allais l'évoquer bien évidemment dans le cadre, mais c'est pas grave. En tout cas, j'invite les téléspectateurs à rejoindre vos réseaux sociaux. Je vais vous citer. Si Tebboune était à 10% présentable, il nous l'aurait exhibé comme il le faisait de Bouteflika. Vous avez plusieurs postes, mais c'est vrai que celui-là, et je vous invite à vous rejoindre pour lire la suite. Donc voilà, donc vous avez compris qu'aujourd'hui, le peuple est totalement laissé à l'abandon avec un chef d'État qui est totalement existant. L'Algérie dispose du meilleur... Totalement inexistant. J'ai dit existant? Oui. Bon, bah, vous voyez, totalement inexistant. Oui. L'Algérie dispose du meilleur système de santé en Afrique. Voilà ce que nous a annoncé Abdelmadjid Tebboune il y a quelques jours. Ce que je vous propose sur ces 20 petites secondes d'image, c'est de voir malheureusement à quoi ressemble le système de santé et les hôpitaux en Algérie. J'ai une sœur Covid, elle dort 3 jours par terre. 3 jours elle dort par terre ma sœur. Pas de médecin. Ma mère diabétique. جيت جبتوا لك الفطور باش نوكلوا باش نوكلوا لقيتوه ميت Il n'y a rien. Voilà, vous avez vu sur ces images qui font toujours autant d'émotions, les a diffusées. Mais encore une fois, merci puisque ce sont vos images. C'est vous qui faites l'actualité. Je vais juste citer l'écrivain Youssef Zirem qui dit « L'armée algérienne a des moyens sanitaires qu'elle n'utilise que pour se protéger. Courage au peuple algérien qui vit en ce moment une terrible crise sanitaire, probablement la plus dure de son histoire. » On se souvient bien évidemment qu'Abdelaziz Bouteflika a longtemps fréquenté les hôpitaux en Europe et qu'Abdelmadjid Tebboune aujourd'hui est exilé aussi apparemment en Europe pour se soigner. Et vous voyez
à quoi est confronté le peuple algérien. Aujourd'hui, donc on a apparemment, selon les chiffres annoncés officiels, mais vous en parlerez certainement ce soir encore, les 1000 cas positifs avec 18 morts donc dans les cas de ces 24 dernières heures. Je voudrais saluer bien évidemment aussi le personnel de santé. Il y a plus de 150 donc, professionnels de santé qui ont perdu la vie maintenant depuis le début de cette pandémie. Et dans les 3 derniers jours, on a 8 médecins et 2 infirmiers précisément. Et aujourd'hui, il faut savoir, Jamaluddin, que les usagers sont contraints massivement de faire appel au privé. Pour citer le professeur Chaoui avant de vous quitter, il faut savoir qu'un scanner dans le privé coûte environ 15 000 dinars. Des analyses, on est à 20 000 dinars. Et la PCR, qui permet donc de se faire dépister, on est sur les 15 000 dinars. Il y a des responsabilités, bien évidemment, un pouvoir absent, un régime totalement absent. Et lorsque vous avez diffusé aussi le professeur Kamel Bouzid, qui lui dit de manière tout à fait irresponsable, les Wali ont donné des autorisations à des meetings entre le 7 et 28 octobre pour réunir donc entre 600 et 1000 personnes. Voilà, bien évidemment, plusieurs questions se posent. Vous allez en parler ce soir. Le peuple est laissé à l'abandon et il n'y a peut-être plus de pouvoir pour diriger ce pays. Merci Chaban, au plaisir de vous retrouver dans la même émission comme d'habitude. Merci beaucoup. Jamaluddin. Alors, nous allons commencer par Yassine Mahibahi qui est avec nous, médecin psychiatre, mais qui est en relation... non, on a demandé à ce qu'il soit avec nous dès le début. Mais bon, alors en attendant qu'il soit avec nous, Gerva est avec nous, mais nous allons commencer par le plateau. Alors, mes chers amis, donc, situation quasiment... le titre le dit bien. On ne sait plus si c'est un statu quo, si c'est un stand-by, une incertitude généralisée. Personne ne sait ce qui se passe. C'est l'habituel culte du secret. Le chef de l'État qui a disparu du radar depuis plus de 32 jours. Un Covid qui semble exploser. Alors, à votre avis? Peut-être, je reprends vos mots, Jamel, vous avez dit le chef de l'État. On sait bien, constitutionnellement et juridiquement, le chef de l'État algérien, il a beaucoup de pouvoir. Donc, tout l'arsenal bureaucratique algérien dépend d'une manière directe ou indirecte du chef de l'État. Donc, l'absence de chef de l'État... Sur le plan réglementaire, législatif, les signatures, les promulgations... Oui. Et par exemple, il y a les changements de personnel dans les services de l'État. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à la présidence. Enfin, la présidence, mais chef de l'État, pour parler dans le sens juridique. Oui. Donc, cette absence fait que même si on était dans un État démocratique, les institutions marchaient, mais vu la structure juridique du régime algérien, tout est bloqué. Tout est bloqué parce que tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une seule personne par voie de décret, de signature de décret. Sinon... De signature et voilà, tout l'arsenal administratif, toute la bureaucratie algérienne dépend d'une manière ou d'une autre de l'exécutif et d'une manière hiérarchique directement au chef de l'État. Donc ça, abstraction faite de la nature du régime et des décideurs, c'est ça d'autres sujets, mais je parle... Le quotidien de l'administration, il dépend d'une manière ou d'une autre de l'exécutif, et voilà, vous avez bien rappelé. Très juste. Et donc, ça fait qu'en dehors du fait qu'il est absent, qu'il est malade, on lui souhaite le bon rétablissement, voilà, entre parenthèses, mais il y a un blocage total. Son absence provoque un véritable blocage total, institutionnel, légal, bureaucratique. Et vous vous rappelez très bien, je vais finir sur ça, une phrase dans les années précédentes, quand il y avait le problème, à chaque fois à la fin de l'année, on attendait le dernier jour pour voir Bouteflika, il faisait tout, chaque année, il sortait des imaginatifs incroyables pour le faire venir et le faire présenter devant le conseil, le gouvernement, pour dire qu'il a signé la loi de finances. Absolument. Si vous vous rappelez très bien, plusieurs fois, on a eu des débats jusqu'au dernier jour. Nous montrer l'image, sachant que ce n'était pas lui qui signait, en fait. Voilà. Mais le fait de nous montrer l'image, il réussissait à faire passer le... Et ça bloque... C'est très important, parce qu'on dort après la situation politique, mais le quotidien de l'administration, et voilà, les gens... C'est un lièvre que vous levez ici, et nous parlerons justement du pourquoi, de l'invisibilité du chef de l'État.
pourquoi ils ne l'utilisent pas comme ils ont utilisé Bouteflika? C'est-à-dire qu'ils nous montrent son image en train de signer. Nous allons en parler, c'est très intéressant. Sinon, je voulais nuancer ce qu'il a dit, cher camarade. Sur le plan juridique, il a raison en fait. Sur le plan juridique, on sait que la Constitution et le système politique algérien, c'est un système hyper présidentiel, donc on le sait. Après, il faut se rendre à l'évidence que le mandat de Tebboune était absent depuis le début. Tebboune n'a visité aucune wilaya. Tebboune n'a été dans aucune cérémonie. Tebboune n'a pas rencontré le peuple. Tebboune est un président super effacé et c'est le bilan. C'est un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre parce qu'il n'a pas été élu. Parce qu'il aurait pu provoquer un tollé filmé par la télé qui aurait très mal passé. En fait, on avait des ministres, on pouvait le prendre dans des salles fermées. Oui. Le pouvoir, il a l'habitude d'orchestrer ce genre de sortie. Mais là, on le sait très bien que Tebboune, il est venu pour sauver le système. Il n'a pas d'appui. Le seul appui qu'il avait, c'est lui qui l'a ramené au pouvoir, c'était le Gaïd Salah. Gaïd Salah est disparu, est mort 2 jours ou 4 jours après son arrivée, son investiture. Donc Tebboune, il s'est retrouvé démuni, sans pouvoir, sans appareil, sans même appui militaire. Donc il faut se rendre à l'évidence, même avant la maladie de Tebboune, il n'était pas assez puissant, assez influent dans l'exercice du pouvoir. Il faut pas aussi lui donner une place qui ne l'a pas. Mais sa présence permettait de faire passer bien sûr, les apparences. C'est ça. Voilà. Mais tous les Algériens savent que ce n'est pas le président qui prenait les décisions. Oui. Voilà, à certaines époques, il faut se rendre. Voilà, il faut retourner. Mais c'est le régime qui manque de ce justificatif, cet alibi qu'il mettait en avant du temps de Bouteflika, par exemple. Après, ça a montré vraiment la fragilité du système, c'est qu'on a suspendu toute la vie d'un État, tout sur une personne et sur l'amélioration de sa santé. C'est tellement grave d'arriver à là que n'importe même quel, dans un magasin, dans une entreprise, le président est malade ou je ne sais pas ce qu'il a. Il y a un intérimaire. Il y a la relève et l'institution continue de marcher. Là, l'Algérie est en stand-by, comme votre titre le mentionne. Elle est vraiment dans une situation gravissime, parce que on entend parler qu'il y a des conflits. Il y a des conflits en Libye, en Mali. Il y a une question sanitaire urgente. Il y a une loi de finances qui vient d'être votée. Il y a des arbitrages. Vous venez de dire que c'est le président qui arbitre. Mais maintenant, la question qui revient, qui a le cachet? Il y a la promulgation, il y a la promulgation de la Constitution. Bien sûr. Mais pour l'instant, on a une Constitution, ce n'est pas un problème. Oui. On est en train de fonctionner avec la Constitution de 2016. Non, mais à partir du moment que l'actuelle a été validée par le Conseil constitutionnel. Oui, on a un mois. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de délai pour le président, mais la logique aurait voulu qu'il la signe dès le lendemain de la validation. Promulgation. Sinon, pourquoi avoir fait ce vote? Donc ça pose réellement problème. Mais ça pose un grand problème par rapport à la Constitution. Mais je sais qu'on sait que l'institution militaire qui gouverne l'Algérie depuis longtemps et récemment en direct, elle navigue à vue en fait. Absolument. Elle navigue vraiment. Il faut se rendre à l'évidence parce qu'il y en a qui lui donnent une grande importance. Beaucoup, on vit dans une société. Nous allons y revenir parce que nous allons parler surtout de ce qui semble agiter le sein de ce régime, c'est des luttes intestines, pour ne pas dire lutte des clans. Mais nous allons recevoir Dr Yassine Mahibahi, médecin psychiatre et militant politique. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonsoir Jamel et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci. Alors Yassine, moi je suis tenté de vous poser une question précise puisque vous vivez à l'étranger, puisque vous êtes en contact avec l'Algérie, puisque vous connaissez la situation de nos très nombreux compatriotes qui sont dispersés, disséminés aux 4 coins du monde, qui attendent d'être rapatriés et qui ne le sont pas, contrairement à nos voisins, par exemple marocains et tunisiens qui ont rapatrié leurs citoyens, contrairement à tous les pays du monde dignes de ce nom qui ont rapatrié tous leurs citoyens quasiment, sauf les nôtres, qui vivent dans des conditions très précaires, qui ont maintenant un problème pour se nourrir, pour se loger, un peu partout au monde, aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, un peu partout. Et le régime leur interdit de rentrer. Non seulement il ne les rapatrie pas, il leur interdit de rentrer, sauf, comme vous me l'aviez dit tout à l'heure, pour ceux qui sont suffisamment de pistons et qui peuvent, eux, aller et venir très librement. Yassine Mahibahi.
Oui, encore une fois, et ça, je pense que beaucoup de gens ne parlent pas de ce phénomène. Ce régime politique, le Covid a été aussi un moyen. Il a creusé encore une fois un fossé énorme. Il y a un fossé qui a été creusé entre les pouvoirs politiques en Algérie et la communauté algérienne à l'étranger. Parce que vous parlez de rapatriement, il n'y a pas que ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été rapatriés, mais il n'y a pas que ça. C'est que même les gens ne peuvent pas voyager entre les deux rives de la Méditerranée, entre l'Algérie et la France. Alors que nos voisins, en Tunisie et au Maroc, les lignes aériennes fonctionnent, les gens y voyagent et par contre les conditions sanitaires ou les exigences sont respectées. Vous voyagez, vous faites votre test PCR avant 72 heures et vous prenez votre avion. Et dans l'avion, vous mettez votre masque. À l'arrivée, vous montrez vos résultats PCR et tout le monde est content. Sauf qu'en Algérie, non. Ce régime, non seulement il a échoué dans la politique intérieure en matière économique, mais il a aussi échoué dans la gestion de cette crise sanitaire. Il a voulu faire croire au tout début avec des messages, je ne sais pas, même pas populistes, mais ça c'est des messages typiquement pro-régime en disant faites attention, la maladie vient de la communauté algérienne. Ou la France, il le disait, ou la France, les gens, ou la Espagne, alors tout le monde disait non, restez chez vous, vous ne ramenez pas la maladie. Aujourd'hui, les frontières sont fermées. Et là fermées, aussi, ils ont réussi à diviser les Algériens les uns avec les autres. Hein, au point où, en Algérie, les Algériens ils disent non, restez où vous êtes, ne nous ramenez pas la maladie. Exactement. Ils ont réussi à diviser, vous l'avez bien dit, les Algériens entre eux-mêmes déjà, que ça, c'est leur pratique, avec l'histoire de la Kabylie, de la berbérité, etc., comme si qu'on avait besoin de ça. Et en plus de ça, avec le Covid, ils ont encore une fois divisé les Algériens en disant que ceux qui habitent à l'étranger, c'est ceux qui ramènent ce virus-là. Or, c'est faux, c'est une aberration. On est en train de voir, combien même les frontières sont fermées, le nombre de Covid qui ne cesse d'augmenter en Algérie. Donc ça, c'est un gros problème parce que, le gros problème, c'est que cette communauté algérienne éparpillée en Espagne, en France, aux États-Unis, on n'arrive pas à partir chez nous. Combien de familles ont été endeuillées par la perte des proches et n'ont pas pu prendre l'avion. Et ceux qui ont réussi à prendre les avions sont, encore une fois, ceux pistonnés de je ne sais quel endroit. Il y a des pistonnés, Yassine Mahibahi, qui rentrent normalement et qui ressortent du pays. Oui, il y a des gens qui ont été pistonnés parce qu'ils connaissent tel ou tel cadre à tel ou tel consulat, ils ont réussi à partir et à revenir même, bien sûr, il y en a. Mais vous en connaissez, vous, personnellement? Moi, je connais, oui, je connais. Attendez, je reviens à vous. Mohamed Ben Aissa, vous en connaissez? Oui, qui partent, qui reviennent? En fait, les Algériens connaissent tout ça, et ce n'est pas un secret. Ils partent par la Tunisie et rentrent par les frontières. Il y en a qui partent dans les vols diplomatiques, réservés au personnel diplomatique, et qui payent au minimum 500 € en corruption pour accéder à ces vols. Il y en a, on connaît tous, des gens qui sont même pas, qui sont ce qu'on appelle les businessmen, qui font le business, qui rentrent et qui reviennent en Algérie, alors qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, qui sont bloqués. Et il y a Houssine qui me dit à l'oreillette qu'il y a même une histoire d'inscription à le consulat qui se monnaie à 300, 400 euros. Ça commence à 300, c'est arrivé à 3 000 €. 3 000 € oui. Pour avoir l'autorisation de rentrer dans son pays. C'est ce que j'ai entendu. C'est incroyable. Oui, ça, je ne sais pas si vous... Oui, on vous écoute, Yassine. Oui, effectivement, celui qui vous a dit ça, en Espagne, je connais quelqu'un qui est bloqué en Espagne. Il m'a dit, moi, je ne descends pas, je veux partir en Algérie, mais je sais qu'il y a des histoires de 1 000 € et de 500 €, je ne veux pas encore une fois rentrer dans cette magouille, je reste ici en Espagne, j'attends. C'est quand même malheureux. Alors, non seulement ils ont très très mal géré cette crise sanitaire, mais en plus de ça, ils ont transmis des messages complètement faux, aberrants, et des messages, encore une fois, de haine pour diviser les Algériens entre eux. Du coup, nous, on n'arrive pas à partir en Algérie, ceux qui sont là-bas n'arrivent pas à partir en France ou ailleurs, et l'épidémie ou la pandémie est en train de... Mais sur un plan médical, sur un plan préventif, sanitaire, comme le font les Français, les Allemands, les Espagnols, le test, ou à la limite la quatorzaine,
isoler quelqu'un quand il arrive, ne le relâcher dans la nature qu'après 14 jours. Est-ce qu'il serait possible, médicalement, de façon sanitaire, d'appliquer ces mesures et permettre aux gens de rentrer chez eux? Écoutez, c'est un débat. Moi, je pense que au tout début, c'était que des expérimentations. Finalement, moi, je suis parmi les gens qui disent que finalement, ça ne sert pas à grand-chose de continuer à faire ce mode de fonctionnement, isoler les gens. Je pense qu'il faut tester, c'est vrai, mais le confinement, moi, je suis contre le confinement, pour la simple raison que le confinement est un phénomène contre nature. Vous prenez un pays comme le Brésil, avec une densité de population énorme, avec les quartiers des favelas, etc. Le Brésil n'a pas confiné. Et pourtant, si vous allez voir les chiffres de la pandémie, de la courbe épidémique du virus au Brésil, c'est en train de baisser. Vous avez un pays à côté qui est l'Argentine, qui a confiné pendant 6 mois, et ils sont en train de vivre une recrudescence. Donc cette histoire d'isoler les gens, ça ne marche pas. Je pense qu'il faut rester sur des mesures préventives simples, la distanciation sociale, se laver les mains, mettre les masques ou les bavettes pour ne pas postillonner. Et à partir de là, je pense qu'on peut, parce que finalement, il n'y a pas que cette question de Covid, il y a aussi un aspect économique. Nous parlons d'un pays qui est l'Algérie, qui est non seulement est quand même dans une situation très compliquée. D'abord, vous avez l'aspect économique du Covid, des usines qui ont fermé, une compagnie nationale qui est Algérie avec des avions au sol. Combien ça coûte un avion qui est au sol, pas exploité, des gens qui sont au chômage partiel? Tout ça, c'est l'aspect économique d'un pays qui est complètement très mal, avec encore une histoire de géopolitique du Sahara occidental. Et je pense que le fait d'isoler les gens comme ça et de continuer dans une politique de confinement, ça ne règle pas les choses. À plus forte raison qu'ils ne confinent que quand ça les arrange. Par exemple, pour les élections, sur la Constitution, tous les médecins ont tiré leur attention sur le danger potentiel et ils ont quand même organisé des élections. Et on se dit, alhamdoulilah, grâce à Dieu que les Algériens n'ont pas participé. Sinon, ça aurait pu être une hécatombe. Oui, mais exactement. Mais le problème, c'est ça. Mais moi, je voudrais vraiment mettre l'accent aujourd'hui sur ce problème de la communauté algérienne établie à l'étranger et cette communauté qui se trouve bloquée à l'étranger à cause d'un régime je pense qu'on est peut-être le seul pays au monde qui a fermé ses frontières aériennes et terrestres. Eh bien, nous allons y revenir, Yassine Mahib, dans une émission spécialisée à cet effet. Et nous ne manquerons pas de vous y inviter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au plaisir de vous revoir. Merci. Alors, nous allons recevoir un deuxième médecin, docteur Mohamed. Il n'est pas encore avec nous. Alors, monsieur Badreddine Gerfa, cadre du FIS. Marhaba bik, c'est Badreddine. Salam alaikum. Wa alaikum salam, ahlan wa sahlan. Alors, Badreddine Gerfa, d'abord, je crois que vous avez déploré dans les rangs de votre parti, le FIS, la disparition d'un ex-cadre ou d'un cadre, Rabbi Yerhamou, monsieur Boukhamkham. Oui, c'est... D'abord, tahiyya lak, si Jamaldine, à tous les téléspectateurs. Merci. C'est vrai, on était à l'enterrement, non seulement d'un cadre du FIS, mais un moudjahid de la Révolution de 54 et un membre fondateur du FIS, c'est Abdelkader Boukhamkham rahimahullah. Donc on l'a accompagné à Yom et سمعنا لكلمة تاع الكورديناتور تاع الفيس إبراهيم غربي. Et on a profité de cette occasion في جو تاع الوفاة. Malheureusement en Algérie les espaces où نجمو نتكلموا sont vraiment très réduits. On a profité un appel tellement الجزائر dans un état très très grave, soit au niveau géopolitique où داير بينا كامل اليوم، soit في الساحل، soit جهة ليبيا، جهة الصحراء. On a appelé donc à la consolidation de l'unité nationale et on a appelé fortement un dialogue algéro-algérien sérieux, responsable, pour concrétiser les aspirations du peuple algérien, les عبر عنهم
depuis plus d'une année, depuis pratiquement 2 ans, في الحراك السلمي الثوري تاعو. Et tout on a fait قلنا يعني نرفض رفض تام refus total à toutes sortes d'ingérences étrangères pour le règlement multiforme de la crise multiforme algérienne. ونرفض الاستقواء باسكو او نسمع هنا وهناك certains partis يستقواو بالخارج، منهم يستقوا بامريكا ومنهم يستقوا بفرنسا. هذا نرفضه تماما. Et nous pensons que le moment est venu parce que c'est gravissime. الجزائر في خطر حقيقي. اليوم يا ان مرازم كبير عند الشعب. الدنيا سي تريست. الناس كلها. Badreddine Guerfa, je vais revenir vers vous avec 2 questions précises. D'abord, permettez-nous de vous présenter nos condoléances à votre parti, à la famille de M. Abdelkader Boukhamkham. Rabbi Rahmou, Saleh. Alors, d'abord, sur la déclaration toute récente, toute fraîche, du président d'APN, vous parlez de danger, le pays est en danger, il est menacé. Lui aussi, il a dit la même chose. Mais il a dit, attention, le pays est menacé par l'extérieur, hein, la fameuse main étrangère. Mestahdef, il est menacé, il est visé, il est ciblé. Et il dit aussi, monsieur le président de l'APN, monsieur Fennish, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle. Slimane Chennin. Chennin. Alors il dit, moi j'ai une tendance à oublier leur nom. Mon cerveau refuse de les stocker. C'est une bonne santé. C'est une bonne santé. Alors, Badreddine Guerfa, donc il a dit le monsieur que le président est en bonne santé et qu'il est sur le retour. Dans très peu de temps, il reviendra au pays. Moi, la question comme ça que je suis censé vous poser comme ça d'emblée. S'il est en bonne santé, pourquoi son homologue allemande, plutôt la chancelière allemande, ne l'a pas visité comme le préconise le protocole? S'il est en bonne santé, Madame Merkel lui aurait rendu visite, il n'y a aucun doute. Alors, à votre avis? La différence entre nous, je ne parle pas du fils uniquement, je parle en tout entre le peuple algérien ou les figures qui sont connues ou les les gens qui veulent le bien de l'Algérie. Qui s'appelle Sichenine, qui a accepté d'être à la tête d'une Assemblée nationale اللي تعتم لك الا الاسم واللي قبلوا باش يكونوا ديبوتي باللي كوتا. هذا quand il parle de la main étrangère. La main étrangère شكون اللي يتعامل مع la main étrangère اليوم؟ الشعب الجزائري قال كلمته قولا واحدا وقال سماهم هؤلاء كلهم ولاد فرنسا. Ou ce n'est pas nous, le Poutine, c'est bien M. Ben Salah qui était à la tête de l'État algérien, les Kanib qui est le Poutine. Ce n'est pas nous, les Batna, Ramtan Lamamara, et puis l'autre Brahimi, ils donnent l'Alam Kamel, Bachistaqwa, ou l'Alam ala Sha'oum. Donc pour l'équation, elle est très simple. Le Sha'b al-Jazairi يعرف منهم اللي يستقواو بالخارج. ولهذا انا قلت في البدايه في اللوكاسيون تاع مسيو غربي ابراهيم في اللونتيرمون تاع سي بوخمخم رحمه الله بلنا نرفض الاستقواء بالخارج، نرفضوه تري سانسيرمون باسكو الالجيريان لو فري الجيريان اللي نعرفوه اترافير لي سيكل اترافير لي ميلينير كان دائما مدافعا على بلده وعلى وطنه. اليوم ليكواسيون اي لا، شكون اللي راهو مع الشعب الجزائري وشكون اللي ضد الشعب الجزائري. جو بونس كو ليكواسيون اي كلير. دونك سي شنين كي يهضر على البريزيدون يقول Alors quand un Mjahid parlant de l'affaire du Sahara du Maroc, il dit الجزائر دائما مع القضايا العادلة alors qu'ils ne sont pas عادلين مع بلادهم مع شعبهم. Comment expliquez-vous la duplicité, la langue fourchue de ce régime qui préconise ce qu'il ne fait pas lui-même? Écoutez, إذا كانت الجزائر يعني النظام الجزائري باسكو الشعب الجزائري مع القضايا العادلة هذه حقيقة، ولكن إذا تكلمنا على النظام لو سيستم الجيريان، بوركوا لو سيستم الجيريان مش مستعرف بالإيطا دو كوسوفو كي اكزيست كي لا ومعترف به بأكثر من 100 دولة. الوغ القضايا العادلة هذه دوبل à 2 vitesses ولا 3 ولا 5 vitesses هذه سي دو بويون بور لي مور. كان سمحت لنفسي حنايا نمنوا بحاجه اليوم
القضية العادلة الحقيقية للشعب كامل ينتظر فيها هي القضية الجزائرية. قضية الشعب الجزائري اليوم، الشعب الجزائري خرج للطريق وني با بلو بري باش يرجع للورا. اليوم الشعب قال لك نحب نحل القضية الجزائرية اللي راهي موجودة دوبي من دخول فرنسا إلى اليوم. دونك الجزائريين اليوم قالوها وحابين نبنيو كوم فو لافي دي كيما قلت انت في المدخل تاعك في بدايه الحصه. الشعب قال لك حاب بيريود دو ترانزيسيون، حاب ان بروسيس كونستيتيون وننتخبوا ناس يكتبوا لنا دستور جزائري، مش دستور تاع فرنسا، مش دستور باش يتلعبوا الدستور تاع الجزائر اللي يدوم سنين وسنين وعقود وعقود. دونك اليوم كي نقولوا احنا الجزائر مهدده، احنا عارفين على مهدده. اليوم nous sommes à l'abandon. الجزائر يشعر بروحه à l'abandon, justement. Et concernant le Covid qui est vraisemblablement en train d'exploser, c'est un sentiment d'abandon ressenti par le peuple algérien, puisqu'on nous parle de beaucoup de morts dans tous les cimetières de toutes les villes d'Algérie, au moment où le régime nous annonce 14 morts, 15 morts. Écoutez, si Jamaldine, والله العظيم يعني جي depuis hier soir, يعني حكمتني فاجعة. يعني كي شفت الجزائري l'étape, il y a des éléments, يعني كاين معلومات des gens travaillent في les hôpitaux, c'est catastrophique ce qui se passe. Surtout dans une agglomération où il y a des centaines de milliers qui mettent الجزائر العاصمة, c'est incroyable. Il y a vraiment خلاص ما كان والو. يا ابسوليومون لي ميدسان اللي نعرفوهم حتى باش نروحوا لونتيرمون، شكون قال لك كيفاش تروحوا لونتيرمون؟ الدنيا لي كراف، سي فريمون كراف. عندي ولادنا يقراو في، انا وليدي صغير يقرا في البريمير، يقول لي لازم يا بابا قالوا لنا لازم تشري لنا الجال. يعني سو انكابابل باش يحطوا حتى قرعه تاع جال يعني باش ينظفوا يديهم على لونتري دو ليكول بريمير ويا نو زونفون. يعني الفريق الكبير تاعنا تلقاه في الابتدائي. دونك اريتون سي بور سا نقولوا اليوم الجزائر محتاجه الى كل ابنائها. بيرميتي مو سي دو دير شحال سماحي وراح اعتقد انا لا اشعر في بلادي في الجزائر انه كاين مشكله بيننا وبين لو كومباتريوت البرا. سي فري que certains régimes algériens a essayé, mais alhamdoulilah اليوم ما عندناش جامي سمعت جزائري يقول باللي راهو خاوتنا في فرنسا ولا في كندا كيجيو يجيبوا لنا الفيروس. ابسوليومون با. قالوا واش قالوا الكورونا ولا انتم. ايزون دي كو المرض الكبير هو هذا النظام كي بور لا ماجوريتي دي الجيريان هو في الحقيقه اللي راهو خطر على Merci beaucoup, Badreddine Guerfa. Bon voyage et au plaisir de vous retrouver. Avec nous, le docteur Mohamed Lamine Chiban. Merci d'être avec nous, Mohamed Lamine Chiban. Salam alaikum. Alaikum salam. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous salue, merci pour m'avoir invité. Je salue vos honorables invités. Merci beaucoup. Et tous les Algériens, les téléspectateurs qui nous suivent d'Algérie ou hors d'Algérie. Merci infiniment. Alors, docteur Mohamed Lamine Chiban, la situation sanitaire au pays semble s'aggraver très sérieusement, au point où, pour la première fois depuis le début de la Covid, le régime algérien vient de livrer le chiffre le plus élevé jamais déclaré jusque-là. Il parle de 1200 morts en une seule journée, mais le nombre de, 1200 cas positifs décelés en une seule journée. Et dans le même temps, il nous parle de 14 morts seulement, comme d'habitude. Le nombre de morts semble rester très stable, alors que, très visiblement, par rapport aux nouvelles que nous voyons sur les réseaux sociaux, des gens qui annoncent le décès de leurs parents et de leurs amis, il semble que le chiffre soit autrement plus important. Mohamed Chiban. Tout à fait, monsieur Jamaldine. C'est 1002 contaminés, et non pas 1200, c'est Jamal. D'abord, je voudrais vous dire une pensée d'abord pour tous les médecins qui nous ont quittés, et que ce soit le corps médical ou paramédical. Nous sommes à peu près à 120 médecins. Ces médecins, un grand respect aussi pour tous ceux qui sont à la ligne de feu et qui travaillent au péril de leur vie. Les médecins sont épuisés, les médecins sont dépassés, les médecins sont à bout de souffle, les hôpitaux sont asphyxiés, les lits sont saturés.
Alors, effectivement, la courbe est ascendante. Et le professeur Bouzid, que je tiens à saluer encore une fois, ils sont très peu l'élite algérienne qui ose dire la vérité. Et là, quand il parle de cette recrudescence, c'est justement dû à cette commission qui a autorisé ces pseudo-partis, ces partis qui ont été balayés par le peuple, qui ont été vomis par le peuple lors de la révolution du 22 février. Et bien voilà, on récolte. Mais il y a aussi les élections qu'ils ont autorisées, élections fort heureusement boudées par le peuple. Sinon... Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc c'était pour le destour et voilà, au détriment de la santé du peuple. Pour gagner quoi? Avoir, entre guillemets, 23% et encore. Parce que c'est vraiment 23% de participation. Mais sinon, sur le plan de la prise en charge des gens atteints de Covid dans les hôpitaux, des hôpitaux dont on nous dit qu'ils sont tous saturés au point où ils ne reçoivent plus de malades, ils n'ont plus de capacité de pouvoir recevoir et traiter les malades. Tout à fait, c'est ce que je disais juste à l'instant, que je vous donne à titre d'exemple, le CHU de Nimsous, Lyon, aujourd'hui, nous avons 17 malades dans un état critique. Tous les hôpitaux, que ce soit Birtraria, d'ailleurs Birtraria, qui ont la directrice qui a permis de la création de ce chapiteau et qui a été rapidement enlevé parce qu'ils sont dépassés. Et là, c'est ce que ça demande, hein, une tente sanitaire au oxygène. Mais voilà, donc je vous cite, si vous permettez, oui. Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Là c'est l'indice de soins de santé en collaboration avec l'OMS Afrique, qui parle du placement de l'Algérie d'ailleurs en Afrique, qui n'est pas justement la première en Afrique. On est classé après le Kenya. La première, c'est l'Afrique du Sud. Oui. Le troisième pays, c'est le Kenya. Nous, on se classe après le Kenya. Donc, pour dire que nous avons un système de santé performant, loin de là. Un rapport récent de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, consacré à la crise du Covid-19. Oui. Alors, concernant l'Algérie, il dit « L'Algérie figure parmi les rares pays qui n'ont pas développé de politique de dépistage. » Donc, vous voyez où on en est. Mais justement, au sujet de ces moyens et de l'impossibilité de pouvoir accueillir les malades, pour ce qui est des respirateurs, dont tout un chacun sait, sans pour autant être médecin, que pour toutes les personnes qui sont en phase critique, en phase respiratoire critique, il faut absolument des respirateurs, des réanimateurs. Et tout le monde sait que l'Algérie en manque cruellement. Si tant est que la pandémie explose dans le pays et que le nombre de personnes qui seraient dans un besoin de se faire intuber, qu'est-ce qui se passerait? Non, c'est un manque de moyens. C'est la mauvaise gestion. C'est la gestion du pays. Et on a appris que le ministère de la Santé, paraît-il, ce n'est plus lui qui s'occupe de l'importation du matériel, c'est le ministère des Industries pharmaceutiques. Et là, donc, il y a un flottement, ce ministère, il demande alors au privé pour importer, on revient donc la bureaucratie. Et je voudrais, si vous permettez, encore une fois, m'incliner devant des professeurs que nous avons perdus récemment. Le professeur Melboussi, le cardiologue, l'imminent cardiologue de Tizi Ouzou, l'interniste Djabbar, et la professeure que nous venions de perdre, je pense hier ou avant-hier, une épidémiologue de Sétif, professeur Zaidi. Et puis, entre autres, je voudrais condamner ce lâche assassinat de notre collègue, notre confrère, le docteur Bouraga, le chirurgien qui est parti en Arabie Saoudite. Assassiné en Arabie Saoudite, vous ne savez pas qui l'a assassiné? Pourquoi? Il a été assassiné en Arabie Saoudite. C'est un monsieur de Stigda. Sa maman, donc, elle a fait une déclaration récemment. Et là, nous demandons au ministère des Affaires étrangères de nous faire toute la lumière sur ce lâche assassinat de notre collègue et confrère
le docteur Bourgam Marwen. Voilà. Donc, voilà, il y a une perturbation dans les produits. Nous manquons de tout. Les extracteurs, les respirateurs, les bimètres, tout. Nous manquons de tout. Entre autres, le docteur Wibh de Gigel qui a sonné quand il a fait sa demande pour réclamer que l'hôpital de Gigel et de Tahir sont asphyxiés, et ben, en guise de récompense, le docteur Wibh qui exerce depuis 1994, il a été licencié. Donc là, il ne faudrait pas parler, il faudrait se taire et laissez-nous, on ne comprend rien. Nous perdons des éminents professeurs tous les jours. Voilà. Merci beaucoup, docteur Mohamed Lamine Chibane. Au plaisir de vous retrouver et de pouvoir donc vous écouter pour avoir de plus en plus d'informations sur ce qu'on nous cache vraiment d'une façon très laborieuse. Merci beaucoup. Et je profite de l'occasion pour donner quelques chiffres qui viennent de nous parvenir, qui ont été diffusés sur une page des réseaux sociaux. Carnage dans les rangs de l'armée blanche, les médecins, c'est les soldats qui sont en train de sauver des vies. Au cours des 72 heures passées, 72 heures. Alors, docteur Mohamed Melboussi de Tizi Ouzou, docteur Ramdan Jabbari de Tizi Ouzou, docteur Nadia Eshikr d'Alger, docteur Ahmed Boudali de Médéa, docteur Boudoumi Hassan de Blida, docteur Khaldi Othman de Blida, docteur Hamim Dermouch de Tipaza, docteur Slimane Alafiri de El Bouari, Nasser Din Azib, infirmier à Gigel, Abla B, infirmière à Gigel, en 72 heures. Alors s'il y a autant de décès dans le sein des seuls médicaux et paramédicaux, qu'est-ce que ça doit être dans le reste de la population? Notre armée blanche, elle souffre depuis le mois de février dernier. Elle souffre et on a vu en fait plusieurs témoignages, plusieurs cris d'alerte. Ils sont même été obligés de quitter, en fait, surtout les médecins libéraux. On a vu comment ils étaient épuisés. On a vu très bien l'histoire des masques. Ils n'avaient pas de masques, pas de protection. En fait, ils sont abandonnés comme le peuple algérien. La santé du peuple algérien et la santé la protection de notre armée blanche, de ses médecins, du corps, elle est vraiment pas importante, pas du tout tenue en compte par ce système, parce qu'ils s'en fichent complètement. Pour 7000 à peu près atteints, selon les chiffres officiels, et plus de 150 morts. Mais même ces chiffres-là, ils restent discutables. Jamel, pour avoir des chiffres, même en France et en Europe, on n'arrive pas à avoir des chiffres exacts. Pourquoi? Parce que les chiffres dépendent déjà du dépistage. Est-ce qu'on est en train de dépister en Algérie actuellement? Mais là, c'est les seuls médecins et infirmiers, et personnel paramédicaux. Les décès, c'est les décès, plus de 150. C'est-à-dire là, ils ne peuvent pas tricher, parce que ça se sait. C'est ciblé, c'est une population... Non, bien sûr, mais moi, quand j'ai parlé des chiffres en général... Oui, en général. Les chiffres en général. C'est vrai, on a déploré, le médecin, il a dit dans plus de 120 médecins et personnels de santé sont morts. Mais pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils sont abandonnés au front, sans protection. C'est eux qui achètent, en fait. On a eu beaucoup de contacts avec des médecins, c'est eux qui achètent les bavettes. On a fait des collectes ici, on a envoyé des aides, des subventions à certains hôpitaux, même pour que nous, la diaspora, participe dans cette situation catastrophique. On nous empêche, on nous a fait beaucoup de blocages pour venir au soutien. On nous dit d'où ça vient et pourquoi, et ça doit être mis dans l'hôpital central dans la wilaya, sous la main de certains, parce que vous savez, le système de santé, qui gère le système de santé? C'est une mafia. Il faut le reconnaître que parmi les médecins, il y en a beaucoup qui se sont rentrer dans ce jeu d'influence, dans cette mafia locale. Et ce fameux comité scientifique de suivi de la pandémie, c'est quoi ça, un système composé de médecins qui joue qui est en connivence totale avec le régime? Bien sûr, en fait la gestion elle est totalement politique et sécuritaire du Covid. Elle a été aucunement gérée d'une manière sanitaire, prenant en compte les conditions de base. L'OMS, qu'est-ce qu'elle a dit depuis le mois de février? Elle a dit tester, isoler, tester, isoler. Elle l'a répété, même elle a fait des... Nous, en Algérie, est-ce qu'on teste? On ne teste pas. On nous a dit qu'on a fait plusieurs centres de dépistage, mais on a combien? On est à... On ne dépiste pas et on n'isole pas, puisqu'on demande aux malades d'aller se soigner chez eux, sans contrôler leurs mouvements. Mais bien sûr, mais il n'y a aucun suivi.
Mais aucun suivi. En plus, le pire et le comble, c'est que les gens ne veulent même pas aller aux hôpitaux. Parce que le peuple algérien, on a tous des parents et de la famille, quand ils tombent malades, ils se soignent chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de mourir dans l'hôpital. Et dans l'hôpital, l'histoire de la chloroquine qu'on est en train d'administrer et de donner à tout le monde, et qui fait des dégâts. Jusqu'à maintenant, on n'en parle même pas. Alors qu'en France, il y a une polémique par rapport à ça. On sait que ce traitement, il y a des médecins, j'en ai parlé avec plusieurs médecins, a des effets directs sur beaucoup d'organes dans le corps. Et on sait très bien des gens qui ont été internés à l'hôpital. 2 jours après, on appelle leurs proches, votre papa ou votre frère est mort. Pourquoi? On ne sait pas. Parce qu'ici, il y a un protocole très très sévère pour administrer le médicament. Il faut vraiment s'assurer de tous les effets. Oui, c'est un traitement lourd, c'est pas un traitement, c'est pas de la Doliprane. Donc, c'est une déliquescence générale du système de la santé, malgré, je peux vous donner des chiffres qui sont graves, on est à 7% du PIB, Jamel dit, de dépenses. J'ai les chiffres exacts. On est à 6,6% du PIB, c'est énorme. C'est énorme. Où sont les résultats? Nulle part. Eh ben, nous allons écouter les chiffres, justement. En fait, oui, parce que j'ai fait un petit exercice sur les chiffres officiels, hein, en se basant uniquement sur le journal officiel qui répartit le budget de fonctionnement par secteur, ministère et tout. Donc je me suis basé que sur les chiffres officiels apparus dans le journal officiel. C'est leurs chiffres? C'est leurs chiffres. Ouais, d'accord. Donc la santé, c'est 8%. Le budget de fonctionnement général, c'est 40. J'ai le total, en dollars, c'est 40 milliards de dollars annuellement. Oui. Si le budget de la santé, c'est 3 milliards 200. Sur 40? Sur 40. C'est ça qui fait 8, c'est moins 27. de 10%. 8. Mais ce qui fait mal, c'est qu'en parallèle, vous avez parlé de la gestion sécuritaire. J'aurais aimé que le budget consacré à la sécurité, au sens large, quand on prend le ministère de la Défense, additionner le budget de l'Intérieur, on arrive à 45% du budget de fonctionnement de l'État. Que les 2 ministères. Et quand on parle du budget du ministère de l'Intérieur, c'est ça où on voit la politique de répression et de flicage de... Le ministère de l'Intérieur, il y a beaucoup. Par exemple, la gestion des forêts dépend du ministère de l'Intérieur. Le cadastre dépend du ministère de l'Intérieur. Mais sur les chiffres officiels, 75% du budget du ministère de l'Intérieur va à la DGSN, à la Direction générale de la Sûreté nationale. Donc le fonctionnement du quotidien, les collectivités locales, le quotidien du citoyen, c'est parce qu'il y a beaucoup d'administrations qui dépendent de l'intérieur, mais quand on voit réellement le budget de l'intérieur, aussi va à la sécurité. Mais attendez, il y a quelque chose qui est énorme. Quand vous nous dites que le budget cumulé de la défense, c'est-à-dire de l'armée, et de l'intérieur, c'est-à-dire de la police, avec tous les services, d'une façon générale. Voilà. On arrive en des temps qui courent, c'est comme ça qu'on voit. On ne voit pas la police qui est là, chargée d'appliquer la loi de la République. C'est plutôt le flicage, la bastonnade. Alors vous nous dites 40%? 45% du budget, presque 50% du budget global de fonctionnement de l'État? Oui. C'est incroyable. C'est énorme. C'est incroyable. C'est énorme. Mais nous ne sommes pas en guerre. Et le grand problème, c'est que, en fait, le budget de la défense, qui fait 11 milliards de dollars, quand on regarde, et ça c'est vraiment une problématique par rapport à la gestion. 11 milliards de dollars, fonctionnement et équipement. Non, fonctionnement. Fonctionnement seulement. Fonctionnement. Fonctionnement, 11 parce milliards. Que quand on parle au sens loi de finances, le fonctionnement, c'est tout ce qui est investissement non, le fonctionnement, c'est là le fonctionnement. Après, l'équipement, il dépend d'un autre budget. Ça veut dire que c'est 11 milliards sans le budget d'équipement? Non, sans le budget d'équipement. C'est le budget de fonctionnement du ministère de la Défense. Mais le problème, c'est 11 milliards au moment où, les ressources de l'État, en 2019, par exemple... Attends, c'est pour ça que j'arrive. Oui. Parce que j'ai fait une analyse sur 20 ans, depuis 1999. Le seul ministère... parce que quand on regarde le budget de l'éducation, qui fait 7 milliards de dollars, mais quand on regarde la croissance du budget du ministère de l'Éducation, elle est proportionnelle à l'effectif de l'Éducation nationale. Par rapport aux enseignants, par rapport aux infrastructures où l'État investit dans des écoles et compagnie. Donc il y a une proportion de croissance de l'effectif par rapport au budget. Mais par rapport au ministère de la Défense, c'est incroyable. On passe de 3 milliards en 2000 à 11 milliards.
400%. 400%. Et ça n'a jamais été expliqué. Et le seul, enfin, parce que les autres ministères, on a le détail des chiffres, mais la défense... Alors, on va faire une connaît. autre comparaison. Oui. Budget de fonctionnement de l'enseignement, vous n'avez dit combien? Il est à 7 milliards. 7 milliards. Et celui de l'armée, il est à... Enfin, 6 milliards, un peu plus de 7 6 milliards. Oui, on va dire 7 milliards. Et les autres, c'est 11 milliards à peu près. Ou 12. La défense, c'est 11 milliards. 11 milliards. Donc, alors que le secteur de l'éducation, En France, par exemple, il est en train de gérer 10 millions d'écoliers. Oui. 10 millions d'écoliers. Oui, oui. Il fonctionne, il a besoin de presque la moitié de la défense nationale. Et la moitié des fonctionnaires aussi. Parce que l'éducation incroyable. nationale, on emploie quand même pas mal Oui, de... et comment? Oui, Et comment? C'est quasiment... Exactement. Enfin, en France, c'est le premier budget, hein, de très loin. Hein. C'est l'éducation nationale. Ah, par exemple, en France, pour mesurer un peu la proportion entre la défense nationale et par exemple, l'éducation nationale. J'ai pas les chiffres en tête, mais... Ce serait intéressant de pouvoir comparer. Après, la France, c'est les membres du en Conseil plus, de c'est sécurité. une puissance mondiale, nucléaire. Nucléaire et membre du Conseil de sécurité, donc il a un rôle un peu plus peut-être... Pourquoi l'armée algérienne est-elle aussi budgétivore alors En que fait, nous ne sommes pas en situation de guerre depuis plus de 20 ans? En fait, parce que généralement, quand on parle sur l'argent public, en fait, c'est là où il y a l'opacité totale, surtout par rapport à la gestion des marchés publics au sein du ministère de la Défense. Et c'est là où toute la mécanique de la rente pétrolière se retrouve dans ces contrats. On a entendu parler, on parle beaucoup des enfants de Gaïd. Ben, les enfants de Gaïd, c'est des contrats avec le ministère de la Défense, Oui. de manière directe. Et les commissions sur les achats commissions. d'équipements, d'armement, de dotation. Les CONINEF, les grands contrats des CONINEF, c'est avec le Ils ne sont ministère de la jamais trop Défense. loin. Hein, Oui. L'argent n'est jamais trop loin de ces... Et là, et aussi par rapport et surtout maintenant que l'armée a décidé d'investir dans l'industrie, il y a de l'opacité totale par rapport au transfert. Personne ne les contrôle. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'audit. Il n'y a pas d'audit. Il n'y a pas d'audit par rapport à ça. C'est incroyable, une telle opacité avec dans de telles dépenses et des dépenses comparées d'une façon globale à la proportion des autres secteurs, c'est complètement scandaleux. Et ça, si peut-être je vais pas monopoliser, je vais laisser mon ami. En fait, si ça par rapport au budget fonctionnement. Et si on prend le budget consacré aux importations, parce qu'on parle beaucoup des importations en Algérie, aussi, en fait, moi j'ai détaillé les chiffres, je parle toujours sur l'officiel pour ne pas avoir des commentaires. Leurs propres chiffres. Les propres chiffres du régime. Des douanes. Enfin, des douanes qui donnent d'une manière suivie les importations. Quand généralement, quand on parle sur les importations en Algérie, on se focalise sur l'alimentaire, oui, halib, on consomme le blé et tout. Alors que ce n'est pas vrai. Le budget de l'importation consacrée à l'alimentaire au sens large, hein, et pharmacie compris, c'est 8 milliards et il est stable depuis des années. 8 milliards. 8 milliards, il est stable parce que l'Algérie produit en interne, donc il compense un peu l'importation. Mais quand on regarde le reste des chiffres, on est arrivé en 2014 à 60 milliards d'importations en dollars d'importation en Algérie. Quand on décortique les chiffres, ben on regarde, il y a des colonnes dans les statistiques des douanes, où là où il y a une grande variation par rapport aux importations, et ça, on ne sait pas où ils vont. C'est incroyable. Et on ne sait pas. Enfin, on a une piste. À peu près, on a une idée. On a une piste. Ça va en armement, dotation militaire, en équipement. Il y a l'équipement, l'armement, il y a l'achat des services, par rapport à la formation militaire. Et tous les marchés Voilà. Et ça, c'est partout où passe le grenouillage des commissions. Et ça se chiffre entre 15 et 20 milliards de dollars. C'est incroyable. Et ça, c'est là où il y a une opacité totale. Alors justement, Mohamed Ben Aissa, dans ce chapitre-là, d'une armée qui est suréquipée, qui a un budget de fonctionnement absolument scandaleux, énorme, impossible à imaginer, qui dispose de moyens faramineux, dont de nombreux hôpitaux de campagne, et dont un potentiel humain, soignant et aide-soignant, paramédical. Oui. Comment expliquez-vous qu'avec de tels moyens, cette armée, enfin, c'est pas l'armée qui est mise en cause, ces généraux, cette junte qui dit être la digne héritière de la LN, qui dit combattre les ennemis de l'Algérie. Le virus aussi est un ennemi de l'Algérie, la maladie. Pourquoi ne mettent-ils pas leurs moyens au service de la santé publique
à un moment où la crise sanitaire est en train d'exploser? Je voulais juste, avant de répondre, reprendre les chiffres rapidement, en fait, Oui. par rapport aux chiffres. Oui, Oui. le budget général de l'armée, de la défense, on dit de la défense nationale, il est de 11 milliards. Donc il comprend l'équipement, le fonctionnement. Ah, d'accord, il comprend tout. D'accord. Il ne faut pas oublier aussi que l'armée algérienne fait partie des puissances régionales qui est les plus équipées en Afrique. On parle de troisième armée voilà, en donc termes de... il faut savoir qu'elle détient des armes de pointe, comme le système de défense S-400, ou je ne sais pas aussi le sous-marin, le dernier sous-marin livré. Les radars, les radars en batterie. les avions de chasse. On est assez outillés. Après, voilà, dès qu'il y a un gouffre de transfert ou d'argent de gestion, on sait très bien avec la corruption, une grosse partie de cette somme part dans les poches des hauts fonctionnaires. Après, quand on parle de l'investissement, tout le monde a posé la question. Des annonces au mars dernier que Tebboune et ses responsables ont dit qu'on a environ 4000 lits. Ils sont où les 4000 lits et les 4000 respirateurs? On ne les a pas vus. Et tout le monde se rappelle On a aussi, même parlé de 6000 respirateurs. Oui. Après, ça a été corrigé. Oui. Après, ils disent que l'armée, Chengueriha a dit qu'on mettra en service tous nos moyens. On n'a vu aucun hôpital. Jusqu'à présent. Aucun hôpital. De campagne. De campagne. Et rappelons que l'hôpital de campagne, ça veut dire que c'est un hôpital mobile. Qu'on utilise en cas de guerre. C'est pour ça qu'on dit campagne, ça veut dire une compagnie de guerre. Ce n'est pas la compagnie de Badia. Voilà, c'est ça. En fait, on n'en a pas vu. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'institution militaire, elle est à l'image du système algérien, tout simplement, qui actuellement est occupé par sa propre survie que par la survie du peuple et la paix sociale. Pour lui, le plus important, le plus urgent depuis le 22 février, c'était la survie du système et reconfigurer l'Algérie après le 22 pour retrouver toujours sa place prépondérante ou sa place d'arbitre. Donc c'est pour ça qu'on a vu Chengueriha parler récemment, au lieu de parler d'un sujet qui est assez important, il nous parle des médias et le rôle de médias. Vous avez parlé tout à l'heure de Mjed, on sait qui c'est, le haut général. Il parle aussi de la sécurité nationale, il fait un appel aux élites. Il dit, on fait un appel aux élites algériennes d'être soudées derrière l'État pour protéger le pays. Mais c'est un truc incompréhensible, là. Les Algériens sont en train de mourir. Les Algériens sont en train de mourir au moment où votre président est en train de se soigner en Allemagne. Ayez au moins la dignité, le minimum de la dignité pour respecter ce peuple-là et de ne pas dire des absurdités. Donc, revenons à l'armée. L'armée, il est nullement occupé par la situation sanitaire des Algériens. Mais ne serait-ce que pour sa propre réputation. Chavan, Al-Jazair, Al-Jish, au secours de la nation. Parce que tout le monde sait que, en prenant juste un exemple, l'armée algérienne détient des relations extraordinaires avec les Émirats arabes unis. On le sait, des voyages récurrents, Gaïd Salah et puis Chengueriha, ils sont partis. Là, juste après le déclenchement du conflit au Sahara occidental, on pointe qui? On pointe les Émirats arabes unis et on dit clairement dans les journaux algériens, et ça vient de là-haut, que les Émirats arabes unis ont ouvert leurs ambassades et donc ils sont impliqués. Donc c'est un partenaire stratégique de l'Algérie qui menace la sécurité de l'Algérie. On est où? On ne maîtrise plus rien, on ne maîtrise pas nos partenaires. C'est peut-être aussi parce qu'ils les tiennent. Parce qu'il y a des contrats un peu spéciaux, surtout contrats d'armement et de dotation allemands qui passent par les Émirats, par des joint ventures. Donc c'est possible qu'on ne peut pas bouger quand on a quelqu'un qui peut sortir des dossiers. Mais bien sûr, mais on ne peut pas en même temps les accuser. Et ce partenaire, du moment où on est en bon terme, pourquoi il vient fouiller dans nos frontières? Donc pour dire que l'armée actuellement, tout le monde sait qu'aucune armée dans le monde ne peut faire deux rôles à la fois. C'est clair, c'est des mathématiques. Elle ne peut pas protéger et se développer militairement et stratégiquement et s'occuper de la politique. On ne peut pas. On a du personnel, on ne peut pas le mettre sur plusieurs dossiers. Gérer un État, ce n'est pas le travail de l'institution militaire et des généraux. Justement, avant d'arriver à cette histoire de clans, quand on dit clan, ce n'est pas des clans un peu partout, c'est l'armée. On parle de la junte. Le vrai maître du pouvoir, ce sont les généraux. C'est personne d'autre, qu'on ne s'y trompe pas. Ce sont les généraux et leurs protecteurs à l'étranger, pour qu'on soit clair. Alors, avant d'arriver à ce sujet qui est très important, dont il serait peut-être intéressant d'en parler un peu, cette histoire de Tebboune, Monsieur Tebboune, qu'on n'a pas vu depuis 33 ou 34 jours, dont on nous dit qu'il a le Covid. Bon, d'abord, s'il a le Covid,
Moi, j'aimerais que nous puissions expliquer un peu pour que tout le monde comprenne, et nous-mêmes, que nous puissions comprendre, le Covid, à un niveau pareil, le président, le chef de l'État algérien, n'a pas besoin de le soigner à l'étranger. Puisque dans le pire des cas, dans la phase critique respiratoire, il y a des réanimateurs, il y a des médecins spécialisés. On ne peut pas lui appliquer un autre protocole médical que celui qu'on applique partout dans le monde. Et l'Algérie en dispose. Donc ce n'est pas le Covid. Ou ce n'est pas le Covid seulement. Donc alors, pourquoi on ne nous dit pas la vérité au moment où Monsieur le Président de l'APN nous dit il est en bonne santé, il va rentrer. Au moment où le communiqué de la présidence, il nous dit son état de santé s'améliore, il a fini son protocole sanitaire, il est en convalescence quasiment, il est guéri, alors qu'il ne s'exprime pas, alors qu'on ne le voit pas, même en masque, alors que la chancelière ne lui a pas rendu visite. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Je pense que c'est la petite note qui a peut-être échappé à la feuille de route qui a été mise en route juste après la démission où il a été poussé de Bouteflika. Quand on a compris que Bouteflika n'allait plus, donc ils ont mis une feuille de route. Et cette feuille de route, ils sont en train toujours de l'appliquer. Dans le jargon politique, on parle de quand on passe d'un régime vers un autre, il y a une phase de transition. Il y a même c'est une sous-discipline de sciences politiques qui parle de transitologie. Oui. Et quand on parle des transitions, il y a deux phases ou deux parties. Il y a la partie politique, la transition politique, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les mécanismes, tout dépend des rapports de force et des circonstances du pays et de l'histoire du pays, la culture aussi politique du pays. Ça, c'est la transition politique. Après, il y a une deuxième phase qu'on appelle la consolidation de cette transition pour aller vers la démocratie. Parce qu'on peut avoir une transition démocratique, mais qui va aboutir, on l'a connu même dans notre propre histoire de 89, c'est une transition, mais qui a finalement renforcé le régime autoritaire. Donc on n'était pas sorti. Donc la transition démocratique, il y a la partie consolidation. Moi, je reprends juste cette idée de consolidation pour la coller à la contre-révolution. Parce qu'il y a eu le processus de contre-révolution qui a commencé en avril, mais il fallait consolider ce processus de contre-révolution. La première, c'était stabiliser le régime de l'intérieur. On a connu l'été 2019. Je pense que c'est la période où le régime, l'état-major a changé le plus de chefs au niveau très important de responsabilité. On a vu le patron de la gendarmerie qui a été évincé, deux changements au niveau dans les régions, au sein des services, directions sécuritaires. Plusieurs chefs en plus, parce qu'il y avait une instabilité à l'intérieur. Donc la première phase, c'était consolider ou stabiliser le régime d'intérieur par rapport aux décideurs. Donc ça, c'est la première phase en été. Ou par rapport à un clan dominant sur les autres. Ça, on connaît la nature, la culture du régime algérien. Donc il fallait stabiliser cette partie de l'intérieur. Après, la deuxième phase, c'était de faire face à toute offre politique qui pouvait déstabiliser le régime. Et je vous rappelle très bien, c'était... parce que j'ai fait le travail. En une semaine, la seule fois où Gaïd Salah a fait 3 discours, c'était le 26 août, le 2 septembre et le 3 septembre 2019. Mais il y avait quoi juste dans la semaine? Parce qu'il y avait la conférence nationale de la SAFEX de l'opposition, où il y avait la première fois l'opposition, partis politiques et société civile ont commencé à s'organiser. Où on a vu la participation de Benflis, il y avait pas mal de leaders politiques qui commençaient à aller réfléchir vraiment vers une vraie conférence nationale qui allait amorcer un processus de transition. Donc là, il y avait la réaction rapide de Gaïd Salah 2 jours après, où il disait, j'ai vu le discours, il disait qu'il n'y aura pas de transition. Ça, et 3 jours après, il a fait un ordre, il a dit à Ben Salah de convoquer les élections présidentielles. Donc on voit la deuxième phase, c'est pour garder l'initiative. Voilà, après, et empêcher l'opposition de s'organiser. Et la troisième, c'est de stabiliser les institutions au plan politique avec la façade civile. Donc ça, c'était l'engagement de la présidence. Et la troisième phase, c'est d'éviter le retour de la rue. Et ça, il y a tout le travail qui a été fait. Moi, j'ai assisté à les 2 dernières marches à Alger. J'étais en janvier, février à Alger, et je me rappelle très bien l'idée à l'époque, c'était de contourner la rue
d'empêcher les gens qui sortaient le matin et de mettre juste une plage horaire de 15h à 17h. Je remarque très bien. À 17h, et de bloquer les accès d'Alger pour éviter que... Et les artères aussi. Oui. Même en Odin, on mettait la police. On rétrécissait. On rétrécissait. Oui. Donc, après, il y a eu la panique, c'était le 21-22 février, où les gens commençaient à sortir le samedi, là, il y a eu la panique. Oui. D'ailleurs, c'était où il y a eu le retour des arrestations en masse. Absolument. Après, ça, je vais finir sur ça. Et ça a été accompagné avec un arsenal juridique. Et ça, les gens en parlent très peu. C'est la loi 2005. La loi 2005 qui incrimine toute publication sur les réseaux sociaux. Oui. On a fait des Facebookers des criminels potentiels. Pas que, oui. Et on les a même mis en prison. Et le pire, c'est qu'il est rentré en vigueur en fait, parce que beaucoup de gens parlent sur le cas Mebarki. Oui, le jeune de Khenchela. Oui, où les gens disaient qu'il a été condamné pour athéisme. Non. Moi, j'ai le jugement, j'ai travaillé sur le... J'ai le jugement, je peux le... En fait, parce que la loi algérienne, il y a l'article 144.2 bis qui parle par rapport à l'atteinte aux envoyés de Dieu. Oui. Il ne précise pas tous les envoyés Jésus. Il ne parle pas d'athéisme. Mais la loi, elle ne parle pas du tout d'athéisme. Il n'y a rien dans le droit algérien qui condamne l'athéisme. Ni l'athéisme, ni le prosélytisme. Voilà. Même il y a eu les chefs d'inculpation de poursuite. Les atteintes à la religion, voilà. par des mais ça, profanations. La loi parle de 2 ans à 5 ans. Le maximum, c'est 5 ans. Mais Mebarki a été condamné sur 10 ans. Donc je me suis dit, c'est pas normal. D'où il sort ces 10 ans? Et donc j'ai attendu de voir le jugement. En fait, le jugement se base sur la loi 2005 qui parle de discrimination. Elle définit la discrimination au niveau de l'article 2. Et l'article 2, quand il a été repris par rapport à la législation française, il est très vaste. Par exemple, demain, Jamel Bechouf, demain, on a les Algériens des blagues, et ben ça peut être un motif de poursuite. Parce que discrimination régionale fait partie, mais on ne dit pas c'est quoi la discrimination régionale. Donc, ça peut être un motif de poursuite. C'est incroyable. Donc, Mebarki a été condamné sur cette loi, la base de cette loi. Voilà. Alors, j'aimerais vraiment qu'on essaie, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps malheureusement, qu'on essaie vraiment de comprendre comment fonctionne ce régime qui arrive comme ça, du temps de Bouteflika, il nous le montrait comme ça, dans son état, le pauvre malheureux. Et on nous dit il a signé, il a dit, il a décidé, il a nommé, il a dégommé. Mais là, ils ne font pas la même chose avec Tebboune alors qu'ils auraient pu le faire. Pourquoi, qu'est-ce qui a changé et pourquoi ils ne le font pas? Et est-ce seulement parce que aujourd'hui, au sein du régime, ça va tellement mal entre eux que la possibilité de pouvoir le remplacer au pied levé est quasiment impossible, à votre avis? Oui, c'est exactement ça. En fait, pourquoi? Déjà, pour la simple raison pourquoi ils ne l'ont pas montré, parce qu'ils n'ont pas d'image qui pouvait passer. Donc la simple raison, on le sait très bien, quand ils ont pu utiliser Bouteflika, même dans des situations catastrophiques, ça a été, vous vous rappelez, des chaînes de télévision françaises, quand ils ont zoomé sur l'état de Bouteflika, qui était catastrophique, qui bavait, qui ne se maintenait pas, mais ils ont pu l'utiliser, et que même l'ancien responsable à l'ambassade d'Algérie qui a dit clairement que Bouteflika est maintenu en vie d'une manière artificielle. Donc on le sait, s'ils ont pu faire ça pour Tebboune, ils l'auront fait sans aucun scrupule. Donc on le sait très bien, ces gens-là sont machiavéliques, ils peuvent aller très loin. Pourquoi ils l'ont pas fait? Parce qu'il n'est pas présentable du tout. Il n'est pas présentable du tout. Il faut le savoir que Tebboune, il a été transféré à l'étranger parce que les médecins algériens, et ça a été dit, sorti de plusieurs sources, n'arrivaient plus à le soigner. Ils avaient peur qu'il meure à l'hôpital Aïn Naja. Donc ce n'est pas un cas de Covid simple. C'est un cas de Covid aggravé par une situation, par des maladies. On le sait très bien qu'il a des maladies respiratoires, que c'est un grand fumeur. On le sait très bien qu'il n'a pas 60 ans, il a 74 ans, il est âgé le monsieur. Donc il est vraiment, normalement en France et dans les critères de l'OMS, c'est une personne à risque. Donc il a été touché, donc c'est déjà une défaite pour la sécurité nationale, pour le DRS et pour tout le service de Mouradia. Comment un président arrive à être touché par le Covid? Donc voilà, donc ça déjà on met plusieurs points d'interrogation. Et du coup, Tebboune, il est dans une situation très grave. Et là, ils étaient obligés de sortir un communiqué récemment, il y a 2-3 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a des médias, en l'occurrence Africom et d'autres médias et sites internet, ils ont parlé de la situation de Tebboune comme quoi elle s'est dégradée depuis quelques jours.
Donc eux, comme d'habitude, le mensonge, c'est le contraire de la réalité de ce qui se passe. Ils ont dit que le contraire de ce qui a été dit, que Tebboune s'améliore. Et là, c'est grave. Déjà, là, il avoue que Tebboune il est atteint du Covid et ils disent qu'il est en train de finir les protocoles. Quel protocole? Pourquoi vous ne montrez pas une photo? Et pourquoi, s'il est atteint du Covid, pourquoi il ne se soigne pas en Algérie? Revenons au système algérien. Le système algérien, il est assez fragile en ce moment et c'est vraiment très dangereux pour le peuple et pour l'État. On arrive à une phase où il n'y a plus d'arbitre. Il n'y a aucun arbitre. Il faut savoir que chez Ngriha, il est resté plus de 6 mois chef d'état-major par intérim. Oui. Donc pas d'accord à l'intérieur, c'est du jamais vu. Et par décret. Hein. Par décret. Un décret qui nomme quelqu'un par intérim. C'est incroyable. Pas d'accord. Pas d'accord à l'intérieur de l'institution. Donc, actuellement, après quelques mois, il était officialisé au mois de juillet. Donc, Ngriha, il doit organiser sa troupe, il doit voir ses ailes, ses appuis. Il n'a pas pu. Il n'a pas le temps. Et là, ils sont en train de perdre leur façade. Donc l'institution militaire, elle a perdu tout on va dire tout ce qu'ils ont préparé en fait depuis le 12-12. Ils ont fait tout un, on va dire, comment on dit ça en fait, tout un feuilleton, tout un studio, toute une disposition, un président élu, une constitution, la feuille de route. Tout est tombé dans l'eau. Et pourquoi ils sont capables de tout faire? Pourquoi ils ne font pas un autre casting? Ce n'est pas les lièvres qui manquent. Et ils prennent un autre fantoche qu'ils mettent là et ils empêchent, ils font mine d'être des démocrates, de mettre sur les rails une procédure d'empêchement décidée par le Conseil constitutionnel Zama, et disons un président ou des élections comme ils l'ont fait pour Tebboune. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Je pense qu'il y a une réponse par rapport à ce que vous dites dans le projet de la réforme, enfin le projet de loi de la Constitution. Si vous vous rappelez très bien, dans la mouture initiale qui était sortie au mois de juin, il y avait le poste de vice-président qui a été supprimé en septembre. Et puis ça a soulevé des, donc, parce que je pense que c'est résistances. Oui, donc il vaut mieux avoir une personne contrôlable que d'avoir un deuxième vice-président qui à un moment peut-être il va créer des alliances et tout. Donc voilà. Mais sinon, à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils ne choisissent pas maintenant quelqu'un comme ils ont d'habitude? Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Premièrement, comme je vous ai dit, parce que le grand patron de l'Algérie, tout le monde le sait, c'est l'état-major. L'état-major ne sont pas d'accord. On sait très bien qu'il y a... Mais Gaïd Salah a pu le faire. Alors qu'il y avait des clans adverses. Gaïd Salah, il est chef d'état-major depuis 2004. Donc Gaïd Salah, on le sait très bien et tout le monde le sait, a constitué son empire depuis 2004. Il a mis Sawab, il a mis tous ses hommes de confiance dans toutes les régions et il a constitué son empire. La preuve, personne n'a pu le déloger, même Saïd Bouteflika. Il a pu déloger, comment ça s'appelle, Tawfiq, mais le Gaïd Salah, il n'a pas pu. Et la preuve, on sait très bien ce qui s'est passé. Saïd n'a pas pu le déloger, Il n'a pas pu le déloger, il a voulu le déloger à plusieurs reprises, mais il n'a pas pu. Et Ngriha n'a pas pu faire la même chose? Non, il n'a pas le temps. Ngriha, tout le monde le sait déjà, il n'a pas la même carrure. Ngriha, ce n'est pas un moujahid. Ngriha n'a pas la même carrure que Gaïd Salah, rien à voir. Ngriha vient d'arriver, c'est quelqu'un qui a politisé depuis longtemps, on le sait, ce n'est pas une personnalité forte, et il a déjà beaucoup d'ennemis à l'intérieur. En l'occurrence, le général le plus haut gradé, Ali Ben Ali. Ali Ben Ali, tout le monde le sait, c'est une personne de certain âge qui respectait à l'intérieur de l'institution et qui s'opposait à Gaïd Salah et qui s'oppose aussi à Ngriha. Donc il ne peut pas outrepasser ce personnage. Donc l'institution militaire, elle est face à une crise énorme. Revenons à l'article 102, on ne peut pas l'appliquer. Pourquoi? Parce que, en fait, tout est truqué en Algérie. Parce que l'article 102, on l'applique, on nommera le président du Sénat. Le président du Sénat, c'est un président par intérim, lui aussi. Oui. Il est de certain âge aussi. Il est dans les 87 ans. On ne sait pas combien il va tenir. Oui. Donc, tout le château de sable est en train de s'effondrer. Ils sont en flip. Ils ont tout suspendu sur les conditions, sur le rétablissement. Et tout le monde sait qu'ils vont tout faire pour le ramener sur le chariot. Oui. Donc, pour essayer de travailler avec lui encore quelques mois en attendant de trouver une solution. Cette émission est malheureusement terminée. C'était vraiment passionnant. J'aurais voulu qu'on poursuive plus avant. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur des sujets, surtout sur les chiffres que vous avez donnés sur la répartition du budget. J'ai un site internet que j'alimente où il y a tous les chiffres. On va faire une émission sur ça, spécialisée uniquement sur ça pour essayer de comprendre. Ouais. Vous y êtes cordialement invité. Pas de problème. Et Mohamed Ben Issa aussi. Ça nous fait plaisir. Alors, Mohamed Ben Issa, merci beaucoup.
Mohamed Lamine Chiban, merci beaucoup. Yassine Mahibahi, merci beaucoup. Badruddin Gerfa, merci beaucoup. Shaban Qassi, merci beaucoup. Ouhab Hamidi, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Khawala khair, salama.